Sur la scène politique internationale, il semblerait qu'il y ait de plus en plus de bad boys, voire même des cow-boys. Alors, nous avions depuis quelques années, tout à fait, un Viktor Orban, par exemple, en Hongrie. Nous avons bien sûr un Donald Trump. Nous avons presque un Matteo Salvini qui, paraît-il, file peut-être certains mauvais cotons. Et maintenant, nous en avons un petit dernier, inconnu presque jusqu'à ce jour, un monsieur Bolsonaro au Brésil. C'est quoi tous ces populismes? Et apparemment, ils font partie des méchants, en tout cas d'un point de vue médiatique français, c'est vraiment l'impression que j'ai. Ce sont des méchants plus ou moins gravement atteints, voire dangereux pour la démocratie. Je cite un éditorial du Monde. Et justement, aujourd'hui, donc le sujet, ce sont les présidentielles au Brésil, avec le premier tour qui a eu lieu donc le 7 octobre dernier. Et pour en parler aujourd'hui, notre équipe habituelle, et on va tout de suite démarrer avec un premier tour de table. Messieurs, je vous ai déjà, moi, exprimé à ma manière qu'est-ce que spontanément cette actualité a créé en moi. Un rapide tour de table avec les trois invités du jour, qui sont presque l'équipe habituelle, sur qu'est-ce que ça a provoqué spontanément chez vous avant que je vous propose le programme. C'est parti, Cédric apparemment qui démarre. Ah oui, starting block. Yes. Pour moi, j'avoue que j'ai suivi avec modération cette actualité, même si on l'entend de tous les côtés. Alors je ne sais pas si c'est mal, mais ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça de tous les côtés de toute façon. Et voilà, redondance encore d'une histoire de ce type-là. Ok, Cédric, merci. Bernard? Alors, j'adhère assez à ce que vient d'exprimer Cédric, mais avec beaucoup moins de modération. C'est-à-dire que je trouve que ça commence à être de plus en plus présent. Donc, ça, c'est-à-dire tu mettais des mots à toi? Cette montée de populisme partout. Partout. Okay. Dans le monde. Partout. Et j'y reviendrai tout à l'heure si tu permets. J'espère bien. En faisant référence à une rencontre qui s'est tenue en Italie à Bologne. Une rencontre personnelle? Pas du tout. Ah, pas du tout, d'accord. Internationale et officielle entre des responsables religieux. Okay. Ils ont parlé du populisme. Super, merci beaucoup Bernard. Marc? Alors, je n'ai pas bien compris, Philippe. Tu as dit en introduction que tu avais donné un peu ta perspective et ton opinion. J'aimerais que tu y reviennes tout à l'heure parce que je n'ai pas bien compris. Mais néanmoins, pour moi, de fait, le Brésil est loin. Et et c'est toujours difficile, et ça va être difficile pour nous, d'avoir une analyse un peu fine sur une situation qui ne nous est pas quotidienne et sur lesquelles nous n'avons pas tous les éléments pour pouvoir bien analyser les choses. Il me semble. Ça, c'est toujours difficile. La deuxième, c'est une inquiétude pour moi, c'est clair. Une inquiétude par rapport à ce que j'entends et ce qui m'est remonté comme information. Là aussi, je suis prudent. Mais c'est évident qu'un candidat qui atteint 47% au premier tour des élections et qui met en avant une nostalgie et une volonté de restauration des grands pans de la dictature brésilienne, qui met en avant que celui qui n'est pas conforme à une certaine vision de l'homme, c'est-à-dire un chrétien, un blanc, impuissant, un fort, n'aurait pas de raison de véritablement exister, ça m'inquiète. Tu as oublié hétérosexuel aussi. Voilà. D'accord. Alors pour préciser un peu ma pensée, oui, j'étais sur le côté un peu bad boys. Je suis quand même assez sidéré par cette reproduction de séisme politique de nouveau. Je suis d'accord avec toi, Bernard, ça commence à faire beaucoup. Et à chaque fois, ce sont des personnes qui semblent prendre de manière assez radicale, voire caricaturale, le contre-pied de tout ce qui n'est pas bien aujourd'hui. Donc du coup, c'est très facile d'avoir une vision, à mon avis, manichéenne. Il y a les gentils humanistes, démocrates, etc., et qui sont dans l'air du temps. Et ceux qui, sans faire d'efforts particuliers, sont exactement aux antithèses. Et en plus, il semble que ces personnes ne fassent aucun effort pour être bankable, pour être super bien vus. On dirait même qu'ils en rajoutent des tonnes, quoi. C'est difficile, effectivement, de leur trouver des circonstances atténuantes, non? C'est vraiment des bad boys, et ils assument, on dirait, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Plus on est bad boy, plus on a de chances d'y arriver. Donc peut-être qu'une prochaine fois, vous nous verrez arriver avec le blouson cuir et tout ça. Mais je veux dire, on est arrivé j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça que je vais le formuler, j'ai l'impression qu'avec ce qu'on pourrait appeler la façon dont on est aujourd'hui informé de tout ce qui se passe, partout dans le monde, de cette façon-là, on a une caisse de résonance
à des choses qui se produisent localement, qu'on n'aurait pas eu il y a 30 ans ou 20 ans. Et du coup, on se sent, quand on est dans un certain nombre de courants, je pense à ceux qui sont dans ces courants populistes, on se sent réconforté, ragaillardi, parce qu'on dit « Ah ben oui, peut-être qu'en France, on n'est que 2%, mais si on additionne les 2% en France, plus tu parlais de l'Italie, et puis on rajoute le Brésil, et puis si en fait, on représente la population mondiale et tout le monde est dans ce sens-là. Mais moi, je dirais, Philippe, Marc aussi... Alors, là encore, il faudrait après, je présente le plan de l'émission. Hein. Une analyse assez fine. C'est l'objectif de l'émission. Mais elle est compliquée. C'est de se dire... Le résultat des élections aux États-Unis de Trump, ça a été la grande surprise parce que personne, dans ceux qui avaient la mainmise un peu sur les médias, sur le pouvoir, pressentait qu'il y avait un élan démocratique de certaines classes de la population qui sont souvent oubliées, qui pouvait faire émerger l'élection d'un Trump. Je pense que c'est un peu la même chose qui se passe au Brésil, qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'au Brésil, on dit si Lula avait été autorisé, il l'aurait sans doute emporté. Et en même temps, la société brésilienne est minée par les résultats de la corruption, des conséquences de tout cela. Alors, Marc, je te coupe parce que du coup, effectivement, nous allons essayer de marcher pendant cette émission sur deux jambes. Le côté analyse, et je suis tout à fait en accord avec ça, c'est l'objectif de l'émission Éclairage qui porte bien son nom, c'est effectivement d'avoir un peu de recul par rapport à ce genre d'actualité, comme d'habitude, et d'avoir un volet, on va dire, analyse un petit peu socio-politique, et avec des facteurs qui sont aussi spécifiques pour certains d'entre eux au Brésil et sur lesquels on doit être prudent en tant qu'occidental français qui juge peut-être de loin. Et aussi, on verra également la dimension religieuse, puisque au Brésil, il y a effectivement un courant évangélique de plus en plus fort et qui est étroitement associé, en tout cas dans les médias, à ce succès du premier tour de M. Bolsonaro, à peu près 46% au premier tour. Donc ce sont les deux jambes sur lesquelles on va marcher aujourd'hui. Alors qu'il était attendu par les médias, les sondages, à maxi 28%, même pas 30%. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, l'autre candidate qui est aussi évangélique, l'écologiste, n'a fait que 8%. Hein. Donc voilà déjà un petit peu quelques repères. Donc, écoute, on y va sur la... Oui, Bernard, yes. Oui, j'ai envie de dire, la surprise dont parlait Marc, cette surprise, ah là, il est là au deuxième tour avec autant de suffrages. Qu'est-ce qu'on a vécu en France ? Quel était le débat du deuxième tour de la présidentielle en France ? On a eu, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen, je peux me permettre de dire qu'elle s'inscrit dans ce courant populiste et extrême. En tout cas, tous les deux sont qualifiés d'extrême droite. Voilà. Monsieur Bolsonaro est clairement qualifié d'extrême droite. Alors du coup, on entame de plein pied la partie plutôt un petit peu socio-politique. De notre point de vue et peut-être les limites de notre degré d'information, quelles peuvent être les spécificités brésiliennes de cette surprise du premier tour, sachant que le deuxième tour arrive à la fin du mois. Donc, sur les spécificités brésiliennes. Alors, moi, dans la lecture que j'ai pu en avoir, ce qui, à mon avis, est à mettre en avant, c'est la fracture une nouvelle fois du pays, entre le nord du pays et le sud du pays, entre le Brésil économiquement favorisé, fort développé, et le nord du pays, d'un Brésil agricole, oublié, avec ceux qui ont un pouvoir d'achat très limité. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Il semble que le choix des forces économiques, même si le programme de Bolsonaro pose plein de questions aux économistes, le choix des forces économiques, c'est de dire il faut voter Bolsonaro et il faut rompre avec ce qui était la bête noire, c'est-à-dire le Parti des travailleurs. Ah oui, qui est détesté aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, très certainement, la faillite d'un espoir formidable né de l'élection de Lula. Tu parlais de Lula tout à l'heure. De l'élection de Lula et ensuite de Youssef. C'était un espoir formidable de renouvellement de la composition sociologique et politique du Brésil. Il y a eu de nombreux résultats et des résultats positifs. Il y a eu véritablement quand même une diminution des écarts très importants. Néanmoins, derrière, il y a eu des pratiques politiques qui sont sur le même registre que toutes les autres pratiques politiques, minées par la corruption. Et ça, je pense que l'opinion publique et donc les électeurs ont dit « ça suffit, il y en a ras-le-bol ». Et justement,
Oui, non, vas-y. Justement, j'ai discuté chez un client il y a 10 jours avec un Brésilien. Et je lui dis, mais mince, alors, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Il m'a dit, mais ouais, mais bon, ils nous ont, entre guillemets, ils nous ont arnaqués, quoi. Hein. Nous, on avait beaucoup d'espoir, effectivement, avec Lula et la suite. Et puis, en fait, ils ont fait les mêmes choses que les autres. Donc, c'est exactement ça. Bernard. On est dans ce que hors antenne, t'as appelé aussi le dégagisme. J'ai dit ça hors antenne. Oui, j'aurais dû le dire à l'antenne. Bah vas-y, tu peux le dire. On est un peu dans ça. Dégagisme, mais oui, je suis tout à fait d'accord. On est saturé, on n'en peut plus de systèmes dans lesquels on a l'impression de se faire avoir tous les matins. Ouais. Donc, on place nos espoirs dans d'autres choses. Et alors, j'évoquais cette rencontre, ça me donne l'occasion, parce que Marc vient de parler du populisme. Ah oui, alors j'ai gardé, il faut juste que je retrouve le texte égal. Oui. Bernard pianote avec son index qui nous donne un indice sur son tranche d'âge. Non, sinon, c'est les pouces, il paraît. Oui, mais là, ça se fait pas d'avoir le téléphone en main, monsieur. Vous aviez dit téléphone interdit. Très bonne répartie. Donc il est coupé, il est en mode avion, il risque pas de sonner. Okay, mais j'ai voulu garder la citation exacte. Chaque nation est invitée à combattre inlassablement le démon du nationalisme. Le populisme ne parle pas, il ricane, il se moque. Voilà une des phrases qui est ressortie, qui a été prononcée par un des responsables religieux qui se sont retrouvés à Bologne en disant « Mais on vit des situations comme ça. » Et tout d'un coup, à force de ricaner, de se moquer, nous, on fait pas attention, on dit ouais, c'est voilà. Ouais, ok. Et tout d'un coup, bon. Alors moi, j'ai un peu peur quand même qu'à force de continuer à entendre ce genre de belles phrases, qui pour moi sont très belles, on manque un peu de profondeur d'analyse. Si on dépasse maintenant les facteurs éventuellement spécifiquement brésiliens, à moins qu'on en ait oublié un peut-être en particulier. Cédric? Non, la corruption, c'est ce que j'avais relevé également de tous ces articles. Une grande déception pour préparer cette émission, complètement. Et du coup, avec un dégagisme à la brésilienne, quoi. Je voudrais quand même rajouter aussi. Le Brésil est un pays du melting pot, du métissage, très métissé, par nature même. Et ce qui remonte là, et c'est là où j'ai vraiment moi du mal à percevoir les choses. Ce qui remonte à travers ce vote, c'est quand même de dire, il y en a assez de ceux qui sont différents de nous. Il y en a assez des homosexuels, il y en a assez des noirs trop noirs, il y en a assez de tout cela. Monsieur Bolsonaro est marié avec une noire. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire entre le discours et la pratique? Moi, ce qui m'inquiète, parce que c'était le cœur de toute dictature, c'est de dire que celui qui ne me ressemble pas n'a pas de place pour vivre à mes côtés. C'est la lecture que tu as de monsieur Bolsonaro? C'est effectivement ce qu'il dit, ce qu'il proclame. C'est la lecture que j'ai de M. Bolsonaro, mais c'est d'une certaine manière une lecture que j'ai de la politique Trump, mais c'est d'une certaine manière ce que j'ai au cœur de la Hongrie, ce que j'ai au cœur d'une forme d'Italie qui refuse de pouvoir être envahie par des populations dites réfugiées et migrantes qui soient différentes. C'est aussi, me semble-t-il, parce que ça c'est pour moi un vote pour nous Alsaciens, à mon avis très intéressant, c'est le vote bavarois qui vient d'avoir lieu. C'est de dire derrière une montée là aussi du courant de l'extrême droite. Alors c'est intéressant parce que on peut pas, dans les analyses, il faut toujours être un peu fin. Et en l'occurrence pour la Bavière, une place importante des écologistes, beaucoup plus importante qu'elle n'était. L'extrême droite n'a pas énormément augmenté en Bavière. On aurait pu s'attendre. Doublé, de 9 à 18%. Néanmoins, première fois qu'arrive un parti d'extrême droite au Parlement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans une Bavière, entre guillemets, richissime, où la question du migrant n'est pas une vraie question qui est posée, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens? Si je dis c'est important pour nous Alsaciens, c'est que il me semble que quand on est face à des montées de vote extrême droite très forts en Alsace, mais qu'est-ce qu'il explique? Quelle est la rationalité qu'il y a là dans la tête des gens qui votent extrême droite? Un rejet de tout? Oui, c'est le populisme. Mais pour construire quoi? Et l'histoire nous a montré que quand on va vers cela, on va souvent vers des drames. Alors certains... Cédric? Moi, je me méfie un petit peu. J'ai vu que tu as pris ta respiration. Oui, de temps en temps, je respire un petit peu. Je me méfie un petit peu et tous les médias, et beaucoup de médias font ça, ce côté de le populisme et vous savez, donc ça c'est mal et bien sûr il y en a d'autres qui sont très bien à côté. Je me méfie un petit peu de tout ça puisque en France aussi et les dernières élections l'ont montré, il y a je sais pas peut-être un tiers de la population qui se reconnaît dans ces idées-là et nos médias leur met un gros chapeau
chapeau populiste, leur met un gros chapeau raciste, extrême droite. Éventuellement stupide. Voilà, aussi, manipulé par voilà, simple, etc. Et il y a sûrement peut-être aussi une forme de vérité dans tout ça, je dis pas, mais aussi c'est caricaturer toute une tranche de la population, c'est un tiers quand même, c'est pas rien. Et je pense que la caricature que les beaux intellectuels font de cette tranche de la population n'aide pas à grandir. Et voilà. Alors, Cédric, c'est pas qu'une caricature. Je veux dire, ça ne sert à rien de mettre des anathèmes vis-à-vis de telle population ou de telle population. Néanmoins, on peut quand même mettre des inquiétudes. C'est-à-dire que quand on vote en France Marine Le Pen, derrière il y a des conséquences politiques qui vont avoir lieu. Il y a des fragilités, de fractures dans notre société. On ne peut pas les ignorer. Ça ne veut pas dire que ceux qui pensent et qui ont voté Marine Le Pen n'ont pas le droit d'être dans le jeu démocratique en France. Bien sûr que non. Mais ça veut dire quand même qu'il est important de pouvoir mettre en avant un certain nombre de dangers. Alors, j'aimerais justement voir, est-ce que c'est une forme de résistance sur laquelle on pourrait continuer à débattre, mais du coup, derrière, en termes d'éclairage, qu'est-ce qui se manifeste si on élimine la proportion, on va dire, purement instinctive, ok, ça vient appuyer sur les boutons en général émotionnels que sont la peur et la colère. Hein. D'ailleurs, on l'a souvent qualifié ces votes de protestation. Mais alors, ils protestent contre quoi? Même si la forme, éventuellement, peut nous déranger, quels sont les phénomènes de résistance derrière? Enfin, moi j'en vois un et je rebondis sur ce que Cédric dit. Peut-être c'est une mauvaise réponse à des bons problèmes. C'est effectivement sur peut-être un courant et une évolution sociétale dans laquelle plein de personnes peut-être ne se reconnaissent pas. On est une société qui avance à grand vite. Un des articles qu'on a lu pour préparer l'émission faisait état de gauchisme intellectuel, je crois que c'était dans Le Point ou dans Capital, et qui disait qu'aujourd'hui, il y avait une évolution sociétale dans laquelle une grande partie de la société se retrouvait peut-être pas, et que la seule façon de résister un petit peu à une société pour ou contre, multiculturelle, etc., aujourd'hui, c'est clair qu'il faut mieux pas être... je pense que c'était jamais bien, mais aujourd'hui, si on est raciste, homophobe et misogyne, les trois attributs qui sont attribués à monsieur Bolsonaro, c'est bon, t'es complètement dans le camp du mal, quoi. Enfin, moi, j'aimerais quand même qu'on n'oublie pas l'histoire. Et ensuite, j'aimerais que Bernard puisse aussi... Qu'on n'oublie pas l'histoire. C'est-à-dire, pour moi, c'est toujours frappant de voir comment, en Italie, en Allemagne, sont arrivés les pouvoirs qui se sont déclarés fascistes peu à peu. C'est-à-dire que c'est cette masse qui ras-le-bol, c'est le chaos, etc. On va aller vers quelque chose qui nous semble pouvoir assurer une sécurité. Sauf qu'on voit où ça mène, à un moment donné. C'est-à-dire que quand on a en face des dirigeants qui ne nient pas le fait qu'ils prendront tous les moyens, et les moyens militaires s'il le faut, pour imposer leur pouvoir, moi je dis, on est nécessairement dans une inquiétude et dans une nécessaire vigilance. Ce que vient de dire Marc, tu as parlé... Bernard. De propos racistes, sexistes et homophobes. Tu as oublié un aspect un peu de la rhétorique de Bolsonaro, c'est il va remettre en place la torture. Il est capable de le faire, en tout cas. Il dit que c'est un instrument qu'il pourra utiliser pour remettre tout le monde dans le droit chemin. J'avoue honnêtement que j'ai quelques difficultés à entendre cette addition. Ce sont peut-être des slogans, mais ce sont des slogans qui font marcher les gens. Et c'est là la difficulté. Et c'est peut-être parce que, sous prétexte de, comme le disait Cédric, coller des étiquettes sur les gens, c'est les pauvres, ils savent pas ce qu'ils font en votant extrême droite, en votant pour les populistes. C'est peut-être justement de cette façon-là, en continuant à banaliser en quelque sorte, en disant ils savent pas ce qu'ils font. Oui, mais Père, pardonne-leur. C'est exactement pour ça que ils savent pas ce qu'ils font, mais ça se finit mal. Ok, mais manifestement, c'est-à-dire que les autres, ils sont plus éclairés. Alors quelles sont les leçons quand même à tirer, hein? J'ai pas envie de dire que les autres sont plus éclairés. Parce que ça se reproduit à force de séisme politique. On les enchaîne quand même, hein, donc. Je vais faire un parallèle extrême. Tu viens de parler de séisme politique. On sait que le réchauffement climatique, la situation de la planète, va voir les phénomènes géographiques naturels. Il fait très beau en Alsace en ce moment. De plus en peut-être un peu. C'est pour ça qu'on a toutes des petites chemises. On est dans un phénomène où il y en a de plus en plus. Mais c'est pas pour ça
qu'on change nos comportements. On attend d'être vraiment dans le mur. Et quand Marc évoquait la montée des régimes en Italie et en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale, la montée des fascismes, il a fallu que les gens soient dans le mur pour qu'ils disent qu'est-ce qui se passe. Il était trop tard. Et c'était trop tard. Et là, voilà. Sur les aspects sociopolitiques encore, Cédric ? Oui, puisque moi, pour préciser ma pensée, je suis d'accord avec cette question et c'est cette préoccupation qu'on peut avoir par rapport à ces montées, mais je suis un petit peu fatigué de ce que l'ensemble quasiment des médias font à coller justement cette petite étiquette un petit peu simplette sur toute cette tranche de population. Et en gros, c'est les bêtes qui n'ont pas compris grand-chose et qui au lieu d'essayer d'aller plus loin dans la recherche et d'aller plus loin dans l'analyse de ce qui se passe. Et je trouve que c'est trop facile pour tout ce travail médiatique qui est fait de simplement caricaturer cette tranche de population et pour arriver à des conclusions simplettes. Je me demande s'il n'y a pas un besoin aussi de repères identitaires, peut-être un peu plus philosophiquement. Ça pourra peut-être faire la transition avec la dernière partie de l'émission. On va un peu beaucoup même, évoquer le lien religieux, et notamment avec les spécificités brésiliennes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être un besoin, alors peut-être mal exprimé, mais de repères identitaires. Enfin, c'est une société qui avance des fois tout vite, des fois dans tous les sens. Et voilà, société très libre, très postmoderne du coup. La question du rapport identitaire, bien sûr que très certainement elle est présente. Sur la famille, sur la sexualité, le genre. Mais ça veut dire quoi le retour à l'identitaire ? C'est-à-dire, si, je crois que la recherche d'identité et le respect de l'identité de l'autre est toujours essentiel, mais si cette quête d'identitaire amène à dire que celui qui ne me ressemble pas, qui ne répond pas à mon identité, n'a pas de place à mes côtés, pour moi c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que je crois que c'est l'enjeu. L'enjeu, il est là, c'est de dire, et au Brésil, moi je suis quand même inquiet, celui qui ne me ressemble pas n'aura pas la capacité de bien vivre au Brésil comme tous les autres. Bon courage dans une société aussi métissée qu'elle l'est. Hein. C'est insupportable, insupportable. Et je sens bien que certaines personnes disent, oui, mais il est grand temps que cette ségrégation, d'une certaine manière, soit rendue possible. Mais soyons vigilants. Pour nous, comme chrétiens, je crois que cette vigilance, elle est de dire que tout autre, aussi différent soit-il, est fils de Dieu, et tout autre a donc sa place à mes côtés, et je dirais même, cet autre qui est différent de moi, j'ai besoin de lui pour exister. Ça, c'est quelque chose de fondamental, qu'il ne me semble pas possible d'être entendu par ceux qui prônent aujourd'hui une restauration d'une certaine forme d'identité. Bon, et puis pour terminer là-dessus, avant qu'on passe à l'aspect religieux, il me semble aussi qu'il y a un petit peu un deux poids deux mesures par rapport au courant médiatique. J'ai entendu récemment une des chroniques de Daniel Morin sur France Inter, un humoriste que j'apprécie modérément, mais parfois il me fait vraiment rire. Et là, il a fait une chronique, je crois que c'était la semaine dernière, sur une journaliste de Valeurs Actuelles qui s'appelle Charlotte Dornelas, pardon si j'écorche son nom. J'imagine même une chronique vraiment saignante et qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de vraiment misogyne. J'ose espérer que... enfin non, en fait, c'est pas le cas d'ailleurs, puisque dans un autre sens, si ça avait été une journaliste un peu plus dans l'air du temps, parce que Valeurs Actuelles est clairement classée à droite, il n'y a quasiment pas eu de réaction, quoi. Hein. Donc je partage l'inquiétude de Cédric sur cette espèce de prisme, le camp du bien et le camp du mal, et en tout cas, moi, franchement, ça m'interpelle en ce moment. Et ça, je peux le comprendre, Philippe, parce que, entre autres, l'étude des États-Unis nous montre que ça a été l'aveuglement complètement de cette, on l'a appelé d'intelligentsia, des médias, etc., et de la casse politique qui était autour de Washington, qui n'a rien vu venir, rien compris à ce qui se passait en dehors de la sphère de Washington, c'est-à-dire en dehors de la sphère du pouvoir dans lesquels les médias font partie. Ça me paraît évident. Et que Cédric a raison, c'est un danger parce qu'il y a un ras-le-bol de cette toute-puissance en disant mais cette toute-puissance qui veut nous gouverner, qui veut mettre dans nos esprits telle ou telle manière de penser, c'est pas notre manière de penser, eh bien ça suffit, on n'en veut plus. C'est ce qui s'est passé en France. J'y reviens. Ben oui. Voilà. Macron, même si on peut, je pense, difficilement le qualifier peut-être de populisme, mais il a fait aussi, du coup, partie de cette vague de dégagisme, hein, où même sur plein d'élections locales, tout le monde s'est dit, mais il y a un candidat, La République En Marche, qui arrive, personne ne le connaît, et c'est lui qui a tout raflé, quoi. Ouais. C'est quand même impressionnant. Et en même temps, tout cas, dans mon canton, c'est ça. Et en même temps, c'est intéressant, parce que c'est de dire un candidat qui appelait
Maintenant, on voit le résultat que c'est pas si simple que ça, mais qui appelait un renouvellement complet par rapport aux partis traditionnels, mais dans un véritable jeu démocratique. Parce que ça, je crois qu'on peut pas le contester. Moi, quand il y a cette bousculade-là au cœur d'un projet démocratique, je dis, tant mieux, on verra ce que ça donne, mais tant mieux. Quand c'est une bousculade par rapport à ceux qui affirment la démocratie, d'une certaine manière, ça suffit, moi, ça m'inquiète. Alors, je ne vais pas ouvrir de nouveau une parenthèse, parce qu'en fait, ça pourrait le jouer d'une émission supplémentaire sur l'idéalisation de la démocratie représentative telle qu'elle est aujourd'hui en France, par rapport à la démocratie grecque, j'y reviens pas. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur, à mon avis, les limites aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie en France, et du coup, la diabolisation des régimes qui sont plus autoritaires. Par ailleurs, et on passe tout de suite, puisque je crois qu'il y a des chrétiens autour de la table, à la dernière partie de l'émission. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette émission Éclairage. Le sujet du jour, ce sont les élections présidentielles au Brésil et du coup la montée des populismes, si en tout cas on les affuble de cette étiquette. Et quoi ça renvoie à nos histoires personnelles et à notre analyse des facteurs sociopolitiques et grand mot, sociopolitique, waouh. Et du coup, sa dernière partie est liée au phénomène religieux au Brésil. Alors pourquoi ? Parce que le phénomène religieux au Brésil est extrêmement associé donc aux résultats hors normes au premier tour de M. Bolsonaro, et que dans cette réalité brésilienne, forte nation catholique, je pars sous couvert et de bénédiction de Marc en particulier, voilà, et avec un courant évangélique qui représente aujourd'hui, je crois, 27% des Brésiliens. En tout cas, l'étiquette évangélique est très associée à M. Bolsonaro, en tout cas dans tous les articles que j'ai lus. Quelle lecture on peut avoir en tant que chrétien sur cette... ce lien politique-religion. Question préalable, lui, est-ce qu'il affiche effectivement une appartenance à... Est-ce qu'il s'affiche catholique ? Est-ce qu'il s'affiche évangélique ? Catholique, voilà. Oui, c'est ce qu'il dit, tout à fait. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, moi, pas évangélique, catholique. D'accord. Moi, ce qui m'a un peu surpris en lisant les différents articles pour préparer cette émission, c'est de voir Il vient de nous dire qu'il a préparé l'émission. En fait, c'est ça le message qu'il faut entendre. Comme d'habitude, tu sais. Mais oui, bien. Bernard, bien sûr. En les lisant émoluments que tu touches. En lisant tout cela, ce qui m'a interpellé, c'est la manière dont les responsables politiques, les responsables religieux, en tout cas ceux qui étaient interviewés, disaient écoutez, il faut aller voter, mais voter, on va pas vous donner de consigne de vote, mais on va vous donner une direction. Je trouve que là, il y a un semblant d'hypocrisie, peu importe, je dirais, la manière dont ça se traduit, il y a une vraie hypocrisie. On veut soutenir, mais surtout, il ne faut pas dire que c'est nous. Ok, donc moi, ça me gêne. Je vais être très concret, du coup. Si on est très concret, à mon avis, il y a une consigne de vote sur des valeurs, entre guillemets, traditionnelles, sociétales, genre famille, pratique de la sexualité, genre, voter comme votre cœur vous le dit, je suppose que ça pointe vers M. Bolsonaro. C'est ce que tu veux dire. Travail, famille, patrie, c'est quand même les grands sigles. J'avais exactement Voilà, j'avais exactement la même formulation. De manière factuelle, aujourd'hui, il faut quand même rappeler que le Brésil est un régime, alors même s'il peut y avoir un coup d'État militaire, le régime brésilien est très parlementaire et que malgré ses outrances actuelles, que je partage, parce qu'effectivement j'ai lu quelques-unes de ces citations avec lesquelles je ne peux absolument pas être en accord, mais le régime est très parlementaire, donc le poids du Parlement est important, et dans ces parlements, d'après les articles pour préparer cette émission, 81 députés sur 513 se présentent comme étant évangéliques et 3 sénateurs sur 81. Et a priori, les sondages montrent qu'un tiers des électeurs dits évangéliques sont prêts à voter pour M. Bolsonaro et un tiers pas du tout. Donc déjà, il faut peut-être un peu nuancer. On n'a pas une vague évangélique derrière M. Bolsonaro quand même. Cédric ? Oui, moi c'est quelque chose qui reprend de nouveau sa respiration. Oui, qui a un record d'apnée depuis tout à l'heure. C'est impressionnant. Jacques Mayol n'a qu'à bien se tenir.
Du coup, c'est le futur candidat. Pardon Cédric, on te maltraite un petit peu. Un petit peu. Effectivement, moi, donc on a eu une série d'articles pour préparer cette émission. Voilà, beaucoup de. Lui aussi, il a préparé. Oui, voilà, un petit peu. Et du coup, tous ces articles français qui rattachaient effectivement le mouvement évangélique à ce candidat et au vote en direction de Monsieur Bolsonaro au Brésil. Voilà, pourquoi pas, ça peut être une info. Et il y a un seul article qui a lâché une petite phrase, celle que tu viens de dire, et je l'ai relevée, c'est pour ça que je reviens dessus, je me permets. C'est qu'effectivement, un tiers des personnes qui se déclarent évangéliques dans ce pays disent être prêts à voter premièrement pour M. Bolsonaro, mais un autre tiers affirme qu'ils ne voteraient jamais pour lui. Et ça, alors c'est une info qui est très intéressante, et c'est quand même une info qui est inexistante dans tous les autres articles qu'on a pu lire, que j'ai pu lire en tout cas. Et donc les raccourcis, c'est quoi? C'est en gros, selon moi, c'est pas si simple que ça, quoi. Et non, mais donc ça veut dire que, alors excusez-moi, je vais être outrancier cette fois-ci, je vais peut-être vous faire bondir. Extrême droite, populisme, chrétien évangélique, même combat. Même combat. Voilà. Mais c'est vrai, c'est ce qui ressort. Mais cette réalité. Je savais que ça allait faire réagir. Oui. Allez, Marc. Moi, je souhaite tenter d'être prudent et d'être respectueux des uns et des autres. On est autour de cette table avec des sensibilités d'expression de notre foi chrétienne différentes. Et c'est vrai que quand on me met le terme d'évangélique, j'ai toujours du mal, moi personnellement, comme catholique, à y voir très clair. C'est-à-dire que là aussi, c'est peut-être un peu plus facile, mais j'y reviendrai, je vais essayer de ne pas être trop long, par rapport à l'Église catholique. Mais l'Église évangélique et au Brésil, ça paraît évident, c'est que c'est aussi un monde de la diversité. Absolument. Et que, entre autres, comme tu le disais, le candidat écologiste se revendiquait aussi évangélique, avec des soutiens. Voilà, pour autant, il ne l'a pas emporté. Non. La société brésilienne est quand même une caractéristique, alors au regard de l'évolution de l'Église catholique, c'est que c'est quand même une progression phénoménale. Et derrière, pour moi, cette question m'interroge beaucoup, même par rapport à la France, pour dire, mais pour moi, catho, comment puis-je nier que le souffle de l'esprit souffle autant chez les évangéliques que chez nous cathos. Et pour autant, on a des expressions, entre autres dans le rapport au temporel, qui n'est pas le même. La question qui se pose, c'est de dire, Dieu doit-il être au pouvoir de l'État? Parce que c'est un peu ça que mettait en avant Bolsonaro. J'aurais tendance à dire que ça il l'a convoqué partout. Nous, dans notre histoire et dans le parcours que nous avons eu en France, je pense que c'est une chance que Dieu ne soit plus au pouvoir et qu'il y ait séparation de l'Église, des Églises et de l'État. Et le dernier point, en France, quand on dit les amalgames, mais souvenons-nous, il y a 4-5 ans, autour des débats sur le mariage pour tous, l'Église catholique, c'était l'Église qui était dans la rue, revendiquant les identités, revendiquant certain nombre de valeurs, etc. C'est encore ce que l'on met aujourd'hui, et qui est la force d'une certaine droite en France. Pour autant, et on le sait tous, enfin moi j'en suis convaincu, c'est de loin pas la réalité de la diversité et du rapport à l'intérieur de l'Église catholique, où, grosso modo, il y a effectivement à peu près 50% de catholiques de droite et 50% de catholiques de gauche. Mais excellent. Mais c'est valable aussi dans les autres courants de l'expression de la foi. Chez les protestants, j'allais dire historiques, les luthériens, les réformés, Bernard. Il y en a qui sont... Digne représentant. Non, digne, je ne sais pas, moi, non. Et il y en a qui sont à droite et il y en a qui sont à gauche. Et quand Marc évoquait les votes extrême droite en Alsace tout à l'heure, il y a des villages en Alsace qui sont réputés pour être protestants luthériens, où le Front National a fait des scores abracadabrantesques, pour reprendre le terme d'un président de la République, à plus de 80%. Donc on peut effectivement se poser la question, si on fait des raccourcis, on pourrait dire les luthériens sont extrêmes. Si on est pour la paix dans les ménages et dans les chaumières, bien qu'il y ait de moins en moins de maisons à toit de chaume, en tout cas en Alsace, en Bretagne peut-être, ou en Normandie un peu plus. En Camargue aussi. Oui, en effet, tout à fait, j'y étais cet été. On peut très bien estimer comment on peut avoir une discussion à table, comme nous sommes en train d'avoir peut-être, par exemple, sur le sujet du jour, et tout à fait, à un moment donné, avoir des positions qui défendent chacun de leur point de vue. En tant que chrétien, ce n'est pas possible que tu puisses voter pour ça,
par exemple, sur des valeurs peut-être dites sociétales, et pour des valeurs, par exemple, d'attention à la différence, attention à la veuve et à l'orphelin, qui est aussi extrêmement biblique, on pourrait très bien défendre un vote à l'autre bout de l'échiquier, et les deux, sous un même vocable générique, peuvent se retrouver en train de discuter. C'est ça? Les 50-50? Ouais. Marc a utilisé un mot dans son exposé tout à l'heure qui me fait rebondir. Son exposé, oui, parce qu'il nous a exposé un certain nombre de points de vue. Ok. PowerPoint. J'ai pas vu ça les la images. prochaine fois. Ça me donne des idées. Bernard, pardon. Marc a utilisé le terme de ségrégation. Et je crois que là aussi, si on fait appel à l'histoire, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, à l'époque, l'apartheid était mené, conduit, installé comme régime par des chrétiens hollandais qui avaient pris le pouvoir dans le pays. Donc là aussi, il faut faire gaffe. Ok, attention, pas brandir Dieu à toutes les sauces et de trop penser qu'il n'y a qu'une seule manière d'exprimer ses déclinaisons, on va dire, sociétales et opinions politiques de sa foi, quoi, en gros. Mais c'est un nouveau danger qui guette sur le vote Bolsonaro. C'est effectivement que demain, ça soit une certaine manière d'exprimer Dieu et de faire dire à Dieu « Ah ben on n'a pas le droit de faire ci, ah ben non, c'est pas possible cela, etc. » C'est le domaine même du fondamentalisme de tout poil, islamique, chrétien, juif, etc. C'est que dès qu'on est dans le fondamentalisme qui amène de dire « Au nom de Dieu, ceci n'est pas permis », eh ben on est foutu. Ok, alors du coup, quelles que soient les opinions politiques qu'il peut y avoir autour de la table, toujours dans la chaumière, je suis un nostalgique a priori de la petite maison dans la prairie, on dirait. Ce qui trahit aussi ma tranche d'âge. Comme ça, on n'est pas. Non, mais c'est ta recherche identitaire, c'est normal. C'est ma recherche identitaire. J'ai vu comment Laura Ingalls d'ailleurs a vieilli, pas trop mal finalement. C'était la petite. Il faudrait peut-être expliquer à Cédric. Merde. C'est qui Laura? Parce que moi, je ne suis pas le plus jeune là, mais c'est qui Laura Ingalls? C'est la petite fille dans la prairie. D'accord. Bon, alors du coup, en tant que chrétien, c'est la bonne nouvelle, c'est que le message biblique et notamment la parole de la Bible est très clair aussi sur certains garde-fous, quelles que soient nos opinions. Et notamment sur les valeurs, alors certes de vérité, mais aussi de l'amour. Donc je crois qu'à un moment donné, qu'on soit plutôt partisan d'un côté ou de l'autre et qu'on puisse discuter de manière véhémente autour d'une table, je pense quand même qu'à un moment donné, il y a des incontournables et garder un esprit critique, voire, je vais dire, carrément de rébellion sur je suis plutôt en faveur de cette courant. Par contre, ça, je ne peux absolument pas tolérer en tant que chrétien, quoi. Moi, Cédric. Sans savoir grand-chose et sans vouloir imposer quoi que ce soit, ouais, je sais. S'il y a un message que je dirais à une personne qui se définit comme croyant et pour qui c'est important et qui a un propos politique très virulent. Oui, ok. Voilà. Je lui dirais attention à ce que ce propos politique très virulent, peu importe le bord d'ailleurs, ne soit pas un obstacle ou un contre-témoignage ou une contre-information par rapport à l'idée fondamentale finalement du christianisme qui est l'amour. Le concept d'amour, le concept de lien, le concept de fraternité. Voilà. Et j'ai peur parfois que des gens pour qui c'est un concept fondamental, mais pour qui ils s'embourbent aussi dans des propos politiques, bien du coup ça vient brouiller le signal qui est l'amour. C'est ça le message du christianisme. Après bien sûr il faut le décliner, etc. Et si je termine avec juste un petit propos, s'il y a un engagement, je crois que les chrétiens doivent oui je prends un engagement que les chrétiens doivent saisir aujourd'hui en termes de société, en termes de très concret. On a des mains dans le cambouis, qu'est-ce qu'on fait? Je pense, à mon humble avis, que c'est l'écologie. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Moi, je voulais juste ajouter. Et puis ensuite, on va clôturer. Je voulais juste ajouter que je crois que tout chrétien a à s'inscrire dans la problématique de la vie de la société et donc s'engager dans la politique est quelque chose de légitime où il a envie. Ce qui est dramatique, c'est quand on se sert de Dieu pour considérer que le plan politique, le schéma politique que l'on propose est le bon. Dieu ne peut pas servir de caution à qui que ce soit. Ok, j'aime bien les finales là. Bernard, qu'est-ce que tu en penses? Pas mieux. Pas mieux, hein. Non, mais à un moment donné, il faut reconnaître que voilà, on a terminé sur une note avec. Dieu n'est pas caution. Super, ok, très bien. De nos agissements. Et l'histoire le montre. Quand même, que ça arrive, on arrive généralement sur des trucs mais on a du mal à se souvenir de l'histoire, Cédric, on vient de le dire à plusieurs reprises aujourd'hui.
Bon, le Brésil. Tu nous as dit qu'il fallait conclure. C'est terminé, voilà. Ça y est, c'est terminé là, voilà. Bon, ouais. Non, on relance pas l'émission là, c'est terminé parce que moi je suis à 39 minutes 37 là pour l'instant en compteur. Voilà, un grand merci toute équipe de nous avoir fait voyager en prenant un petit peu de recul donc sur cette élection présidentielle et aussi donc sur les points de vigilance et de résonance chez nos auditeurs et ceux qui nous regardent. Voilà, donc à très bientôt pour une prochaine émission. Ce qui sera intéressant, juste parce que dans 15 jours, quand on se retrouvera, le résultat des élections sera fait, c'est si Bolsonaro perdait, ce qui est quand même encore possible, quelles conséquences ça aura pour la société brésilienne et de quelle manière Bolsonaro acceptera sa défaite s'il y a défaite. On verra. Très bien. Donc rendez-vous peut-être sous forme d'une brève, sous forme d'une rétrospective. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un numéro d'éclairage. Au revoir.